Faut-il se souvenir de la Commune de Paris? Incontestablement oui, et pas uniquement parce que la Commune de Paris est un des grands mythes de la gauche qu'il est nécessaire de revisiter perpétuellement à la lumière des recherches contemporaines. Mais parce que la Commune de Paris, ou les communes, de façon plus générale et plus globale, permettent, par la commémoration, de poser des questions qui sont toujours d'actualité. C'est cela qui m'a fait accepter une des présidences du colloque qui sera désormais en ligne, organisé par l'IRELP. En effet, comme le souligne Faulkner dans Requiem pour une nonne, le passé ne meurt jamais, il n'est jamais passé. Il faut donc accepter de le regarder, de l'assumer de façon à pouvoir penser la complexité du présent, penser la complexité de ce que nous vivons, peut-être, aujourd'hui. Oui, la Commune de Paris fut une guerre civile, mais il est nécessaire de travailler sur celle-ci pour créer un récit commun. Il serait imbécile et indigne de vouloir juger les acteurs de l'histoire. En revanche, il est nécessaire de comprendre pourquoi et comment, dans cette jeune Troisième République qui a été tant espérée au cours de ce XIXe siècle, pourquoi les acteurs se sont divisés et ont pris les armes. Surtout pourquoi cette épreuve est un moment d'importance majeure qui a soulevé des questionnements auxquels le XXe siècle et le XXIe siècle ont dû et devaient peut-être encore aujourd'hui devoir répondre. La Commune fut avant tout l'expérience de la parole partagée. Certes, dans la fièvre des débats et dans l'écriture de l'histoire, les mots de certains et de certaines ont eu plus d'importance que ceux des autres. Varlin, Allemagne, Louise Michel, Vallès, Lissa Garré plus tard, Kropotkin, sur lesquels interviendront Clément Denuit et Émile Lecel, et des mots de tant d'autres. Mais comme le précise Quentin de l'Huermoz dans son ouvrage récemment paru, intitulé Commune au pluriel, une traversée des mondes au XIXe siècle, la Commune de Paris a parlé des gens d'en bas. Il y a eu une commune par le bas. Ainsi, elle a tenté de concrétiser le sens étymologique du terme démocratie, à savoir faire exercer le pouvoir par le peuple. Et elle a donc commencé par donner le logos au peuple, donner la parole au peuple. Cette tentative soulève une question d'importance, la question de la définition du peuple et de l'organisation du pouvoir et des institutions, question qui demeure. En laissant la parole à ceux d'en bas, selon l'expression de Georges Clemenceau, dans son ouvrage intitulé La mêlée sociale, et qui paraît en 1895, la Commune a permis la verbalisation des inégalités, des souffrances et des violences, et donc a encouragé l'invention des outils pour les résoudre. Je ne ferai pas l'inventaire des moyens pour résoudre la question sociale, dont certains seront énoncés par Jean-François Duperron, Gabriel Gaudy et Franck Frégosi. Mais militante
par ailleurs, pour le droit au logement pour tous et pour toutes, il m'est toujours émouvant de rappeler le décret du 29 mars 1871 qui demande la remise générale des loyers d'octobre 1870, puis de janvier et d'avril 1871. Et puis aussi de me souvenir du décret du 25 avril qui va instituer le droit de réquisition des appartements vacants permettant l'hébergement des familles qui ont perdu leur logement au moment des bombardements. Les commissions alors nommées vont donc assurer l'installation dans les appartements vacants des personnes sans toit. La commune a posé également la question qui est récurrente au cours du XIXe siècle et revient de façon forte aujourd'hui. Comment définir la nation? Qu'est-ce qu'une nation? Elle a interrogé non seulement l'intégration de ces étrangères et de ces étrangers, de ces colonisés, hommes et femmes, qui ont choisi de participer au combat au nom de l'internationalisme ou de l'émancipation des peuples. Je pense notamment à la commune coloniale, à Alger. Mais elle a également questionné, de façon plus souterraine, le sentiment d'appartenance à la nation. Celui qui fait qu'en 1914, quelques années plus tard, un certain Apollinaire va faire des pieds et des mains pour obtenir sa naturalisation, obtenir cette nationalité française qui lui permettra d'aller combattre pour défendre la France contre l'Allemagne. C'est un point qui, personnellement, me touche à la fois comme chercheur, bien évidemment, mais vraisemblablement aussi en tant que petite fille d'immigrés. De plus, les communes de province posent la question de l'aménagement du territoire, de l'équilibre des territoires, question encore irrésolue. La commune, c'est aussi, comme le traitera Chine Buge, un des marqueurs de l'émancipation des femmes. C'est aussi la question de la laïcité, comme Axel Bouchot et Mina Yessa l'étudieront. Ces deux interventions, ajoutées à celle d'Émilie Moncillon sur la deuxième gauche et la commune, confirment qu'il faut encore et toujours travailler sur la commune de Paris et sur les différentes communes, qu'il faut également la réinstaller dans le discours national, non pas de façon partisane et clivante pour poursuivre des guerres mémorielles, mais de façon à entretenir le dissensus qui permet paradoxalement de travailler à la naissance de ce que Achille Mbembe nomme un « en commun ». Naissance d'un en commun, porteur d'un monde possible, porteur d'un monde meilleur. Le colloque de l'IRELP y invite, parce que, comme le chantait en 1971, lors du centenaire de la commune, comme le chantait Jean Ferrat, la commune fut et est encore un espoir mis en chantier. Je nous souhaite un très bon colloque.